Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Nous avons tous et toutes des goûts, des projets, des ambitions. Nous avons aussi nos valeurs. Et depuis notre enfance, nous savons déjà quelle sera notre profession. Et dans notre plus jeune âge, nous nous projetons déjà dans l'avenir. J'entends celui-là, j'entends celle-là dire que je me marierai avec un mannequin, une chabine, une mulâtresse, et à chacun selon ses goûts. Mais une question se pose, qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi une chabine, par exemple? Que va m'apporter un mannequin que l'autre ne veut pas? Est-ce un acte égoïste pour répondre à mes propres besoins? Et de quelle sorte? Lorsque je fais mon choix, c'est pour recevoir ou pour donner? Dois-je exiger que l'autre m'aime comme je veux? Qui donne le ton dans l'expression de l'amour, monsieur ou madame? Faut-il que nous ayons les mêmes valeurs au sein du couple? Quel risque si les valeurs ne s'accordent pas? Mesdames, Messieurs, nos invités sont impatients. C'est l'heure de lancer le débat. Quand le couple résiste à l'amour? Je reçois pour vous Sandrine Joinville, médiatrice familiale. Sandrine, bonsoir. Bonjour Jean. Voilà, Bonjour merci d'être avec nous. Merci de cette invitation. Voilà, je reçois également monsieur le pasteur Éric Joinville. Merci d'être des nôtres. Le plaisir est pour moi, Jean. Et bien sûr, notre psychologue Maurice Valsi. Bonjour Jean, bonjour à nos amis auditeurs. Je suis interpellé par cette notion de résistance dans ce thème. Quand le couple résiste à l'amour. Dans ce contexte de résistance, comment définissez-vous la résistance, Sandrine? Alors moi, j'ai pris le dictionnaire déjà pour un petit peu partir d'une base. Donc la résistance, c'est le fait de résister, de s'opposer. Résister, donc c'est avoir une aptitude pour annuler ou diminuer l'effet d'une force. Mais c'est aussi des qualités physiques qu'on va acquérir pour pouvoir résister, par exemple, à une fatigue, à une épreuve. On peut parler de qualités mentales, qualités spirituelles. Le but, c'est de voir comment on affronte. Et par rapport à ton titre, quand le couple résiste à l'amour, c'est quand le couple met en place des choses et des éléments qui vont annuler l'amour qui semble être systématique au sein du couple. Alors, Maurice Valsi, comment un couple peut être dans la dynamique de la résistance? Alors pour moi, nous avons vu le mois dernier que l'amour, c'est comme un voyage de transformation vers quelque chose de meilleur. Maintenant, le couple donc, entre dans cette logique de voyage parce que chacun, les deux protagonistes, ont ce désir de meilleur, de vivre autre chose. Malheureusement, comme disait Sandrine en parlant de cette définition de la résistance, malheureusement, un certain nombre de freins vont venir mettre en difficulté pour moi ce voyage, ce déplacement, cette dynamique-là. Un certain nombre de freins personnels, un certain nombre de freins sociaux, un certain nombre de freins idéologiques, un certain nombre de freins, certaines fois aussi spirituels, vont venir mettre cela en difficulté. Et ce qui va être déterminant, c'est comment, selon moi, le couple va sortir de cette résistance, de ces freins, de cette difficulté,
pour pouvoir vivre réellement ce voyage. Et malheureusement, que ce soit du point de vue du côté de l'homme ou du côté de la femme, lorsqu'il y a résistance de l'un, c'est la résistance du couple en fait qu'il s'agit. Il ne s'agit pas simplement mon mari résiste ou ma femme résiste, mais c'est notre couple qui est en difficulté, c'est la conjugalité qui est remise en question. C'est vrai, vous nous avez mentionné les différents freins qui se posent au sein du couple qui viennent mettre l'amour en difficulté, les différents freins, voilà. Et cela nous emmène maintenant à vraiment entrer dans le fond du sujet et en essayant de définir, par exemple, le but de l'amour. Quel est le but de l'amour? Mais justement, je disais tout à l'heure que nous en avons un peu parlé le mois dernier. Transformer Exactement. vers meilleur, et je dirais même transformer à l'identique, pratiquement. Parce que ce n'est pas, pour effectivement rester un peu d'accord avec Sandrine, ce n'est pas seulement la femme qui a besoin d'être transformée parce que l'homme serait déjà dans le nirvana. C'est chacun, c'est ensemble. C'est dans cette dialectique de l'amour, les deux grandissent, les deux sont transformés parce que les deux, en fait, vont chercher à coller au modèle. Et plus ils cherchent à coller au modèle, plus, en fait, justement, l'amour est en train, je dirais, de gagner. L'amour avec grand A. L'agapé est en train de gagner la vie, est en train de gagner l'être, est en train de gagner le corps de ces personnes-là. C'est-à-dire que mon corps, mes façons de penser, mes facultés vont être mises au service de l'amour. Je vais, en tant qu'homme, me mettre au service de mon épouse, je deviendrai son serviteur. Je vais, en tant qu'épouse, me mettre au service de mon époux, je deviens sa servante. Et ce n'est pas dans une logique de corvée. C'est-à-dire, j'ai des corvées à accomplir parce que mon maître ou ma maîtresse m'a donné des corvées. Mais c'est dans une logique, en fait, de don, de plaisir, de partage, d'élévation. Et là, on est dans quelque chose de totalement différent de ce que malheureusement nous vivons très souvent dans les couples d'aujourd'hui. Et chacun a besoin maintenant d'apprendre, selon moi, à cesser de résister à l'amour, à cesser de résister aux injonctions propositionnelles. Je rajoute cela après injonction, aux injonctions propositionnelles de l'amour pour la transformation, pour le meilleur. Et là, c'est une guerre aussi contre l'ego, contre le moi. C'est une guerre qu'on accepte de mener contre son ego, contre son moi. Alors là, maintenant, nous allons être un petit peu plus précis et plus pointus dans le thème de cette émission. Alors, comment expliquer ou encore, que se passe-t-il dans la tête lorsque l'on exprime le type d'époux ou d'épouse que l'on aimerait avoir? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tiens, j'aimerais avoir comme époux une chabine, par exemple. C'est ce que tu aimerais? Non, c'est l'exemple. J'ai pris cet exemple, mais ça peut être autre chose. Oui. Tu es déjà marié. Oui. Alors, je ne sais pas, c'est quelle image? C'est-à-dire, nous avons tous un schéma. Tout à fait. Nous avons tous un schéma. Il y a quelque chose dans la vie qui nous touche, qui nous marque dans notre passé, dans notre enfance. Quelque chose qui va titiller dans notre vie et quelque chose cette image qui va dégager une forme d'amour, une forme d'affection, quelque chose, un idéal. Un idéal quelconque. Et c'est vrai que quand on voit ça, on dit, tiens, c'est parce que c'était une chabine. Alors moi, j'aimerais aussi avoir une chabine, qu'est-ce que ça... Et puis ça, vice-versa. Ou un mannequin. Ou un mannequin, d'accord? Je pense que c'est surtout ce qui dégage cela, parce qu'il y a quelque chose qui a été déclenché au travers de cette image. Est-ce que cela veut dire que j'ai cette image de mannequin et je n'ai pas épousé un mannequin, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien j'ai épousé un mannequin
selon moi. Comme il y a eu évolution et transformation Du corps, alors l'image que j'ai de celle qui est en face de moi n'est plus selon le projet qui définissait qu'il faut que j'aime un mannequin. Et que pour être heureux en amour, il faut que celle qui soit en face de moi soit un mannequin. Et là, ça relève un peu, on va dire, les critères, j'aime bien employer ce mot, la checklist de l'amour. Les injonctions qu'on se fait personnellement pour dire que voilà ce qu'il me faut dans mon couple, dans mon projet de couple, pour que justement ça soit de l'amour. Et je vais checker à un certain moment de ma vie, parce que justement, c'est ça qui va représenter l'amour dans le couple pour moi. Et à un autre instant de ma vie, on dit des fois 10 ans après, on est surpris de la liste que l'on avait faite. Parce que l'être humain a changé, parce que les projets ont changé, les ambitions ont changé. Et par rapport à ta question, c'est de se dire, est-ce que la checklist que j'ai mise en place au jour d'aujourd'hui est la même que celle que j'avais avant? Et si elle n'est pas la même et qu'elle est différente, est-ce que je choisis de faire couple encore? Mais justement, en fait, cette checklist-là, ces attentes-là de la chabine, du mannequin, de l'indienne, peu importe. Ou de l'homme gentil. Ou de l'homme gentil. Ces attentes-là, elles se construisent. Elles se sont construites au regard d'un vécu infantile. Elles se sont construites au regard d'un certain nombre, certaines fois, de traumatismes. Elles se sont construites en fonction d'un certain nombre de moments de plaisir. Et en fait, on va intérioriser une image physique, une image émotionnelle, une image sentimentale, une image sociale de la femme idéale ou de l'homme idéal. Celui avec qui on voudrait se retrouver en couple. Lorsque certaines fois la chose se réalise, en fait, on semble être comblé. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais on semble être comblé parce qu'on semble avoir atteint son but. Alors que là seulement, il y a un problème parce que si j'atteins mon but dès le départ du mariage, en fait, qu'est-ce qui va en advenir après? Pour la suite. Alors que la conjugalité, nous disions l'amour, a pour but de transformer, d'améliorer. Donc, vers quoi est-ce que je vais? Si j'ai le mannequin qui est déjà parfait, vers quoi vais-je? Si j'ai cette femme chabine parfaite, vers quoi vais-je? Alors, j'ai un exemple. Rapidement, j'ai reçu une patiente qui est venue parce que justement, elle faisait en sorte de coller à l'image que l'homme qu'elle fréquentait voulait qu'elle ait. Elle faisait tout. D'ailleurs, il était très, très exigeant par rapport à cela. Et elle faisait du sport, se tenait bien, tout ça. Et finalement, les circonstances ont fait, mais des circonstances purement divines, ont fait qu'elle se soit retrouvée à un endroit, elle passe, elle voit la voiture, elle va du gars, elle va et elle le retrouve avec quelqu'un. Quelqu'un qui est aux antipodes de ce qu'il voulait qu'elle soit. Totalement aux antipodes. Et elle, ça l'a simplement dégoûtée. Et elle s'est mise à s'interroger, mais qu'est-ce qui ce n'est pas possible, voilà ce qu'il voulait que je sois, et pourtant, il est dans autre chose. Très souvent, en fait, on veut avoir, on a une image, l'image de la femme, l'image de l'homme, on veut coller à cette image, mais en réalité, ce n'est pas véritablement cela, parce que on ne s'est pas assis, on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qui impose chez nous cette image,
ou pourquoi nous imposons telle ou telle image à l'autre, d'être comme ceci ou comme cela. Et dès lors, en fait, là, c'est bien selon moi, les collègues diront ce qu'ils en pensent, selon moi, une résistance réelle à l'amour et à la conception de l'amour. À ce qu'est l'amour, comme nous disions encore le mois dernier, ce qu'est l'amour et comment on va vivre cet amour-là. Comment on va faire en sorte que ce soit ce qui dirige, ce que l'on enseigne, ce que l'on vive. Et lorsque l'on est simplement dans cette logique d'image, la question de l'amour peut réellement se poser. Voilà un peu... Alors, est-ce que c'est ce que l'autre est qui m'apporte l'amour ou est-ce que c'est ce que je suis qui m'apporte l'amour? Ce que je suis pour elle, bien sûr. Il y a les deux. Il y a les deux. On le redit souvent que la question de l'amour est une question de partenariat, de partage, de l'un à l'autre, comme on aime d'échange. D'échange. Hein? Maintenant, dans cet échange, est-ce que je m'attends à avoir en face de moi du même? Parce que les mêmes, la résistance se met. Physiquement, quand ce sont les mêmes pôles, il y a une résistance. Hein? Donc, si je veux du même, c'est les pôles opposés qui se collent. Oui, oui. Quand c'est les mêmes pôles, il y a une résistance. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Voilà, c'est une résistance dite physique. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette idée de partenariat, d'échange, et dans le contexte de la résistance, est-ce que je m'attends à avoir du même, mais et quel même? C'est-à-dire quel M-E. C'est pas... Je vais reformuler plus clairement. Plus clairement. Hein? J'attends à ce que mon partenaire, mon conjoint, ait une dynamique d'échange avec moi pour qu'on fasse couple. Maintenant, dans cette dynamique d'échange, est-ce que je m'attends à ce qu'il réagisse comme moi, au même moment, au même instant, et est-ce qu'il est dans la même évolution que moi? Et c'est là où cette attente du même va certaines fois, je le dis bien, créer une résistance. Parce que si je m'attends à ce qu'il agisse de la même façon que moi, et qu'à ce moment-là, il agit de la même façon, sûrement qu'il y aura une résistance. Pourquoi? Parce qu'après, il va dire, et c'est ce que Moïse disait tout à l'heure, cet identique que j'attends pourra procurer chez moi une opposition et j'irai chercher quelqu'un qui agit différemment. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je dis là. Oui, tout à fait. Et moi ça m'interpelle parce que la question de la résistance, effectivement, elle se pose très souvent dans la mêmeté, en physique. Mais en même temps, nous disions que l'amour travaille à transformer presque à l'identique caractère. On va travailler les mêmes valeurs, avoir les mêmes valeurs, avoir les mêmes désirs, avoir le même projet. Par contre, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas la même façon d'exprimer, de traduire les choses. Et donc, en fait, la question, c'est l'expression seulement qui va différer. Mais les sentiments seront les mêmes. Et en fait, et donc quelque part, les personnes, et on parle même certaines fois de physique, où les personnes semblent se ressembler. Elles se ressemblent avec le temps parce qu'elles agissent, parce qu'elles vont presque avoir les mêmes mimiques, elles deviennent mêmes. Elles deviennent mêmes parce qu'elles sont dans cette logique de s'aimer et de partager quelque chose que les deux ont en fait. Ils partagent, les deux personnes, elles partagent la même chose. Et donc, en fait,
pour moi, lorsqu'on va rentrer dans cette logique de résistance à l'amour, on résiste on s'empêche de se ressembler. Et on va consolider, conforter la différence. Conforter une espèce ouais, on veut de la différenciation. Je suis différent de toi et je vais cultiver cette différence. Et quelque part, peut-être que là aussi, c'est un élément qui peut traduire, qui peut parler d'un couple qui résiste à l'amour, parce que l'amour a un projet que l'un ou que les deux, face auquel l'un ou les deux est mal ou refuse, est dans le refus. Différenciation, mais pas dissociation. Non, Voilà. Tout à fait. Oui. Et c'est là où, justement, si j'attends du même de l'autre, il y aura sûrement, au bout d'un moment, une dissociation. Parce que, pourquoi je dis ça? Si je m'attends à ce que le partenaire réagisse de la même façon que je réagis, j'annule sa différence. C'était ça la définition de la résistance. Capacité ou d'annuler un effet, une force. Alors, est-ce que le but Moïse, tu as dit à l'identique est dans les mêmes valeurs, on s'attend à avoir des mêmes valeurs, mais sûrement des façons différentes d'exprimer ces mêmes valeurs. Parce que le but de mettre en place une résistance, c'est d'être sur des mêmes principes, de façon à ne pas annuler la force qui unit ces principes, mais de la perdurer. Et c'est là où, justement, le discernement encore, auquel on appelle tout le temps, est à mettre en place. C'est-à-dire, est-ce que je résiste à l'amour ou est-ce que je résiste au fait de changer l'autre quelque part? Tu vois? Puisque je mets en place une résistance pour que l'autre soit même, mais je ne dois pas mettre en place une résistance pour que l'autre soit différent et le reste quelque part. Je ne dois pas annuler et me fusionner. Je ne sais pas comment dire ça. L'idée, ce n'est pas de faire disparaître l'autre. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas de faire disparaître l'autre, bien au contraire, c'est de faire vivre l'autre. Exactement. Et dans ce désir de faire vivre l'autre, je vais effectivement lui donner toute la place, toute la latitude pour pouvoir exprimer ces valeurs-là, les valeurs de l'amour qui supportent l'amour et qui vont la rendre véritablement indispensable, cette personne, dans ces expressions-là. C'est ça. Et je me dis que quelque part, autant d'expressions que l'amour qu'on pourrait voir de l'amour, mais toujours dans ces mêmes valeurs-là. Et ça, ce serait merveilleux. C'est ce beau bouquet-là, en fait. Mais la base, c'est toujours la même. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des accords, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des frustrations. Ce n'est pas surprenant. Ça, c'est pas surprenant. Et ça, ce n'est pas résister à l'amour. C'est construire l'amour. D'accord. C'est le construire. Parce que les désaccords, tant qu'ils sont gérés, ils sont exprimés, ils sont pris en compte, permettent au couple, justement... de prendre racine. Aussi, c'est ça. Mais en fait, ces désaccords doivent être, ne doivent pas être, comment dirais-je, ne doivent pas perdurer. Ils ont pour but d'être traités. Un désaccord est normal parce qu'effectivement, on n'est pas identique. Oui. On n'est pas identique, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même origine, on n'a pas la même famille. Donc, on a des façons différentes d'être ou des façons différentes à être, à vivre.
Et dès lors, on peut se retrouver effectivement dans ces résistances. Mais lorsqu'on est face à ces résistances, on va travailler parce que l'amour travaille à transformer, à faire disparaître les résistances dans le couple. Ça veut dire qu'il y a dans ce qu'on est en train de discuter, pour un petit peu clarifier, il y a deux types de résistance. Il y a deux projets. Il y a la résistance au projet de l'amour, hein, et la résistance à faire en sorte que l'autre grandisse dans son identité, dans ce qu'il est. À veiller à cela. Voilà. Donc, quelque part, résister là, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place et vers quel projet on rentre, dans quelle résistance on rentre. Parce que la résistance n'est pas systématiquement négative. Il y a une résistance qui est nécessaire, c'est-à-dire résister à une maladie, résister à ce que le couple perdure, continue. Cette résistance-là, elle est saine. Et puis, il y a la résistance qui va détruire l'autre, détruire le couple, détruire l'amour. Et c'est là où il faut peut-être dissocier et orienter bien ce concept de résistance. Ouais. Oui, parce que quand on regarde à l'origine, on voit que quand Adam sera seul, quand il parcourt le jardin, il voit des couples d'animaux et il se voit seul. Et le texte dit qu'il est attristé. Il est un petit peu gêné parce qu'il se trouve seul parmi autant de couples. Bon, c'est vrai, ce sont d'autres espèces, hein, ce sont des animaux, et lui, il est l'homme. Mais quand Dieu va créer ce besoin en lui pédagogiquement, Dieu va le plonger dans cette torpeur, ce sommeil, et va faire ressortir d'une côte d'Adam une femme, la femme. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il dit quand il voit la femme. Il se réjouit parce qu'il reconnaît celle qui est l'os de ses os, la chair de sa chair. Donc on voit tout de suite qu'il est content, il est heureux, parce qu'il forme maintenant un couple. Mais il forme un couple, mais quand on dit un couple, je retiens le un. Le un. C'est-à-dire couple et un, je pense que c'est... Parce que quand on dit il y a un couple, on fait appel à deux choses. D'accord ? Deux éléments. D'accord ? Mais là, quand on dit un couple, alors deux choses qui forment un. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va former une seule chair avec sa moitié. Mais qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui permet à ce qu'ils forment un? L'amour. Normalement, c'est l'amour. Et le problème actuel, c'est qu'avec notre titre, quand le couple résiste à l'amour, vous savez, ce qu'il est appelé à faire, c'est toujours un. C'est-à-dire deux éléments doivent former un. Mais maintenant, chaque élément est à part entière. Donc, quand on les rencontre, ces deux éléments, il y a une résistance. Oui. Il y a une résistance parce que c'est deux corps qui doivent se rencontrer. Alors, remarquez que tout dépend de quelle forme de résistance. Si, par exemple, nous avons les pneus de la voiture qui sont en caoutchouc, pour que la voiture puisse freiner, il faut que sur la matière dont la voiture roule ne doit pas être la même matière que les pneus. Ça doit être une autre matière. Et nous voyons que si c'est du goudron et c'est caoutchouc, d'accord, ça va résister, ça va freiner. Donc vous voyez, donc, quelquefois, la résistance, pour que ça puisse freiner, il faut qu'il y ait une résistance il faut qu'il y ait un élément qui soit différent pour permettre la résistance. Et là, dans notre titre, hein, quand le couple résiste à l'amour, nous avons deux éléments qui doivent former un seul. Et quand on forme deux éléments différents, parce qu'on est différents, mais il faut savoir, est-ce qu'on est une seule chair?
Parce que le problème, c'est que si les deux éléments qui vont se rencontrer, si les deux éléments sont de la même matière, d'accord, alors il n'y aura pas de résistance. Donc, la voiture ne va pas rouler, c'est ça? C'est-à-dire la voiture ne va pas freiner. La voiture va rouler, va pas freiner, mais elle ne va pas d'accord. pouvoir tout à fait adhérer. D'accord? Parce que c'est sur la même matière. Donc, regardez, si par exemple, fer sur fer, ça va glisser. D'accord? Mais caoutchouc sur du bitume, ah ben, ça va résister, ça va pouvoir freiner. Sauf que le couple, la femme et l'homme, ils sortent du même corps. Parce que la femme sort de l'homme. D'accord? Et ce qui est important, c'est que ça doit s'emboîter pour que ça puisse bien travailler. Donc, pas de résistance. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance parce que ça doit être de la même matière. Vous suivez? Donc, c'est là justement. Il y a une subtilité. Oui. Exactement. Oui. Et c'est ces deux résistances-là qu'il faut bien dissocier. Parce qu'il y a la résistance qui nous oppose à construire, Oui. et il y a la résistance qui construit. Oui. D'accord? Donc, ce qui veut dire, pour que le couple puisse fonctionner, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire pour que ça puisse glisser, pour que ça puisse se déplacer comme de l'huile, comme on me dit. Parce qu'on va dire que c'est comme si c'est deux couronnes ou bien deux pignons, d'accord? Deux pignons qui doivent bien tourner, qui doivent bien travailler ensemble. Et ce qui est important, c'est que les matières ne doivent pas être différentes pour que ça puisse bien fonctionner quand c'est un engrenage. S'il y a un plastique et un ferraille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui est en ferraille va manger ce qui est en plastique. Et c'est pour ça qu'il crée beaucoup de machines comme ça, c'est pour que tu puisses consommer, que tu puisses acheter encore un autre appareil. Vous voyez? Et dans le couple, ils doivent se ressembler parce qu'ils doivent être compatibles. Voilà ce que je voulais dire. Mais cette compatibilité, elle se construit. Elle n'est pas de fait. La compatibilité. C'est normal. Pourquoi? Parce que ce qui va changer l'homme et la femme, c'est le péché. Le péché, l'égoïsme va changer un comme l'autre. Donc, ce qui arrive, c'est que quand un homme et une femme vont se rencontrer, les deux matières ne seront pas identiques. Parce qu'il va falloir quelque chose d'autre pour permettre à ce que le couple puisse bien fonctionner, puisse permettre à ce que le fait qu'il ne soit pas tout à fait de la même matière originale puisse fonctionner. Et ce qui va permettre à ce que ça fonctionne bien, tout en ayant deux matières qui se ressemblent à peu près mais pas vraiment identiques, il faut de l'amour, il faut l'huile. Alors ça veut dire, je trouve que, en fait, dans ce qu'on dit, je suis un petit peu mêlée. Oui, parce oui, que ça s'oppose en même temps. C'est ça. Je suis un petit peu mêlée dans le sens où, finalement, faut-il résister et à quoi faut-il résister? Là, on entend bien le couple qui résiste à l'amour est dans un refus de mettre en place l'amour. Et pourtant... Refus aux difficultés. Aux difficultés. Et pourtant, les deux entités qui vont former le couple doivent mettre en place des mécanismes de résistance. À quoi? Alors moi, c'est pas influences, à ces influences égocentrées. Il y a des influences égocentrées. Nous sommes pétris de cela. Eric a parlé du péché. Et aux influences sociales. Les influences sociales dans les systèmes sociaux dans lesquels nous vivons ont tendance à inviter l'individu à se tourner vers lui-même. Pas à se tourner vers l'autre pour faire un, mais à se tourner vers lui afin que lui seul puisse arriver, puisse gagner, puisse remporter, puisse être élevé. Alors que là, l'amour propose autre chose. Et dès lors, il y a des choses auxquelles il faille résister de l'autre côté, mais l'amour, en résistant à ces choses-là, on ne résiste pas à l'amour.
on permet véritablement à l'amour d'être comment dirais-je, en chimie, on parle de catalyseur. Ce catalyseur qui va aider à ce que la transformation se fasse. C'est ça en fait. Et donc, cette unité, mais toujours, ce sont deux éléments. Et Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire qu'en fait, l'homme n'est pas perdu, la femme n'est pas perdue, il n'y a pas une nouvelle, mais en fait, on se transforme parce que l'amour, le catalyseur amour va donner une autre façon de vivre ces valeurs dont nous avions parlé. Et c'est là, en fait, tout le projet que le couple homme et la femme est censé entrer dedans, mais de façon consciente. Et très souvent, on entre en couple sans être conscient de cela, de la nécessité, du fait que là, il va y avoir des choix à faire pour ne pas être quelqu'un de résistant, pour ne pas mettre en difficulté cette femme-là, pour ne pas mettre en difficulté cet homme-là. On a des choix à faire et ces choix-là, ce sont des choix de résistance. Exactement. Ce sont des choix de résistance. On va refuser de continuer à fonctionner en tant que l'homme qu'on était, en tant que la femme qu'on était. Et dès lors, on va faciliter justement le travail du catalyseur. Alors, je reprends quelque chose encore pour bien rassurer Sandrine. C'est un élément de plus que j'explique. C'est-à-dire qu'au départ, Adam et Ève, il n'y avait pas de problème pour qu'ils puissent s'emboîter ensemble. Ils formaient une seule chair. Il n'y avait pas de résistance l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'après, le péché va changer les choses, va changer chaque personnalité. Et il y en a une qui va être d'une matière un petit peu différente que l'autre. C'est-à-dire, et quand ils vont venir s'emboîter, eh bien, le fait d'être ensemble, eh bien, l'un va manger l'autre. Parce que ce ne sera pas la même matière. Parce qu'ils ont été détériorés. La matière originale n'est pas la même. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand les couples se mettent ensemble? Eh bien, quelquefois, l'un mange l'autre. Parce qu'on a dit que la résistance se fait quand il y a deux matières différentes qui se rencontrent. La résistance se fait quand deux se mettent en contact. Ils se frottent. D'accord? Voilà. Quand ils se frottent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a frottement, il y en a un qui est supérieur, va prendre le dessus sur l'autre et va manger l'autre. D'accord? Parce que c'est le changement qui vient après le péché. Mais pour que les couples, même quand on s'aime, entre guillemets, quand on se plaît, même quand on est attiré l'un envers l'autre, pour que maintenant le couple puisse fonctionner, il faut de l'amour. Il faut de l'amour pour permettre à ceux que quand ils se rencontrent, et bien que ça fonctionne correctement. Donc, quelque part, l'amour, c'est ce qui va être comme élément, comme matière supplémentaire, tierce, qui sera entre les deux personnes pour que l'un ne puisse pas manger l'autre au sein du couple. Alors, ce que j'entends aussi, alors, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, il y aura des éléments qui vont se mettre, qui vont venir dans le cycle du couple, hein, dans le conjugal, par exemple, je dis un nouveau métier. Les événements. Un événement. Un nouveau métier, un nouvel enfant, un déménagement, un deuxième enfant. Un décès. Un décès, une maladie. Ces éléments-là, si j'ai bien compris, vont être mis là pour qu'on puisse développer une dynamique de résistance. Mais pas n'importe quelle résistance, la résistance à garder le couple pour justement être en aptitude et en capacité de ne pas résister à l'amour. Oui. Oui, on peut dire ça. En fait, c'est ça. On peut dire cela. C'est ça. Parce que résister à l'amour sera ne pas développer des éléments qui nous permettront de garder le couple uni. Tout à fait, sans détruire l'autre. Ouais, ok. Oui.
D'accord. sans détruire l'autre. En tout cas, merci de bien nous faire comprendre ce concept de résistance qui est utile et nécessaire. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas légitime? Et si l'on se contentait carrément de s'aimer, est-ce que cela ne suffirait pas? Mais peut-être que c'est cela. Ou encore, que manque-t-il? Mais peut-être que c'est cela, justement. Se contenter juste de s'aimer, c'est cela, en fait. C'est accepter de cesser de s'exprimer dans une logique égocentrique. Mais cela, ce n'est pas simple. Ben oui. Parce que ce n'est pas naturel. En fait, finalement, c'est l'amour qui n'est pas naturel chez nous. Pardon de dire ça, hein? Même si on a le sentiment d'aimer naturellement, d'aimer son enfant naturellement, d'aimer l'autre naturellement. Mais là, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment là du moment. Mais l'action de transformation ensemble vers ce meilleur-là et presque vers un identique, et je parle plus de caractère, hein, identique, en fait, ce n'est pas naturel. Et nous n'avons pas cela en nous. Et la femme ne peut pas demander à l'homme naturellement d'être... Il n'a pas cela naturellement. De même que la femme ne l'a. Donc, ce qui veut dire que cette quête-là, c'est une quête que l'on va faire conscient de nos manques. Conscient comme quoi il me manque quelque chose, il me manque cette force-là, cette puissance-là de l'amour pour que je puisse, moi, me décentrer de moi-même et me concentrer beaucoup plus sur elle, beaucoup plus sur lui. Parce que sinon, je le mets en difficulté. Oui, et Jean, tu as dit pourquoi il ne suffit pas de s'aimer, en fait. Non, je dis, est-ce que si l'on se contentait de s'aimer, est-ce que ça ne suffirait pas? Voilà, si l'on se contentait d'aimer, est-ce que ça ne suffirait pas? Pourtant, dans notre questionnement, il n'est pas question d'individus à part entière. Il y a un couple. Et le couple est ensemble pour mettre en place une résistance à l'aimer, à s'aimer, à aimer. Donc finalement, aimer ne suffit pas. S'aimer ne suffit pas. Puisque là, il y a couple. L'équipe, elle est là. Le partenariat, il est là. Et le partenariat est là. Et ils sont tous les deux armés. Ils sont tous les deux armés et résistants à l'amour. Donc finalement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors il manque quoi? Ce qui veut dire, moi ce que je vois, c'est que l'amour, on sait que c'est un principe, hein, d'accord? Ne fais pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse et fais ce que tu aimerais. Fais pour l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, d'accord? Mais quand on regarde la définition de l'amour, on voit que l'amour, c'est comme un fruit qui a différents éléments. Et dans cela, par exemple, il y a certaines personnes qui aiment les gens peut-être, mais ils ne sont pas encore patients. Oui, j'aime bien. Mais il va falloir ajouter la patience. Des illustrations, j'aime bien. Il va falloir ajouter la patience, il va falloir ajouter la bonté, il va falloir ajouter la miséricorde. Et c'est ce qu'on est en train de construire, parce que Sandrine a parlé de construction de l'amour. On est en train de construire quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, je donne 2 exemples. Et Sandrine a parlé, il a parlé de ces éléments. On a Caïn et Abel, 2 frères. Dieu leur demande de faire une même et unique chose. Offrir un sacrifice. D'accord? Un animal mâle. Et Abel, lui, le fait que aimer Dieu, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aimer Dieu et il va faire ce que Dieu lui demande. Caïn, lui, il ne va pas faire ce que Dieu lui demande exactement. Il va faire selon lui. D'accord? Selon lui, il ne va pas aimer Dieu comme Dieu lui demande de l'aimer. Il va aimer selon lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il offre des fruits. Et même peut-être pas les meilleurs. D'accord? Bon, Dieu agrée le sacrifice de Abel, qui est content, et Dieu n'agrée pas le sacrifice de Caïn, qui est mécontent. Le visage de Caïn change. Qu'est-ce qu'il se fait? Au lieu d'aimer son frère,
il va changer vis-à-vis de son frère. Et Dieu va lui dire, Caïn, pourquoi ton visage change? Change de visage, car si tu faisais bien, ton visage ne serait pas renfrogné. C'est clair. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entend Dieu, mais il n'écoute pas. Et finalement, il va prendre mot avec son frère, il va finir par tuer son frère. Et la résistance qui s'est passée, parce qu'il fallait qu'il aime son frère. Aimer son frère, ce n'est pas le tuer. Tu ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer Abel. Donc, quelque chose va se placer entre ces deux frères qui va créer une résistance. Et ce qui va créer cette résistance, il y a une chose qui aurait pu les permettre de ne pas s'entretuer, mais qu'un ne tue pas l'autre, c'était l'amour qu'il a pour Abel. Et ainsi, s'il avait écouté Dieu en aimant son frère de ne pas le faire, ce qu'il n'aimerait pas qu'on le fasse, d'accord, il n'aurait pas tué son frère. Et ainsi, l'amour permettrait qu'il aime son frère et qu'il agisse correctement vis-à-vis de son frère. Ça, c'est l'exemple. Est-ce que ça sous-entend, par rapport à l'exemple que tu dis, que tu donnes là, est-ce que ça sous-entend que pour ne pas résister à l'amour, il faut que dans le couple, à un certain moment, qu'il y ait une dissociation? C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de différenciation, que c'est important pour construire le couple. Et dans ce que tu expliques là, tu es en train de dire que finalement, un a agi différemment que l'autre et un est appelé à agir différemment que l'autre pour mettre en place l'amour. Donc, je viens maintenant sur le couple. Tu as dit, tu as expliqué comment, si un ne m'aime pas, il faut que je sois plus patient, que je sois plus aimant. Donc, quelque part, ma question est, pour ne pas résister à l'amour, est-ce qu'il faut qu'au bout d'un moment, dans ma vie de couple, j'agisse différemment de toi? Exact. Alors, est-ce que je dois me dissocier de ce qui fait couple? Du concept. Pas du couple, parce que pour faire couple, il faut que même quand un résiste, il faut que l'autre ne résiste pas. Parce que quand on a dit que quand on agit de la même façon, il y a opposition. Il y a opposition. D'accord? Et c'est quand un est différent que l'autre, ça se colle. Ça veut dire que quand dans le couple, eh bien, il y en a un qui est un petit peu renfrogné, d'accord, fâché, l'autre ne doit pas être fâché. L'autre doit être celui qui s'approche auprès de celui qui est fâché. D'accord? Pour permettre à ce que le couple reste toujours ensemble. Mais quand les deux vont agir de la même façon, quand on parle de ce qui est malin, quand ce qui est mauvais pour le couple, parce qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien pour le couple. Oui, puisqu'il s'agit de résistance à l'amour. Voilà. Quoi? D'accord? Donc, il faut que l'autre, quand un résiste, il faut que l'autre ne résiste pas au problème qui existe entre eux. Et pour amener l'autre à ne plus résister. À connaître l'amour. À connaître et à ne plus comprendre résister. l'amour. Parce que, supposons que c'est parce que l'un est fâché, parce que très souvent, ce sont des cas pratiques qui se posent dans le couple. Il y en a un qui boude. Il y en a un qui boude. Et que va faire l'autre? Si on reste dans cette logique, l'autre va se rapprocher de l'autre avec une main tendue, avec douceur, pour ramener, aider l'autre à sortir de sa bouderie. Oui. Et quand l'autre sort de sa bouderie, nous sommes ensemble. En phase. Nous sommes dans la logique de l'amour. Oui. Et pourtant, l'autre va dire, tu m'aimes beaucoup, tu es patient envers moi, malgré que j'étais comme cela, mais tu n'as pas hésité, tu t'approches de moi, ça te parle. Ce qui veut dire qu'on n'est pas collés là, nous ne sommes pas collés là à ce moment-là, parce que nous sommes dans deux logiques différentes. Nous sommes collés là, parce qu'on est retournés tous les deux à une bonne humeur, dans la joie. Et quelque part, c'est cela en fait. C'est-à-dire que la logique de l'amour va amener celui qui est dans un état différent, positif, à se rapprocher de celui qui est dans un état négatif,
Donc, on parle de ces deux pôles, pôle positif, pôle négatif, mais pas pour rester en pôle positif et pôle négatif, mais pour que les deux puissent finalement devenir pôle positif. Parce que effectivement, lorsqu'on a deux aimants et qu'on les frotte, finalement, ils ont les mêmes pôles. Oui, alors ce qui veut dire, Moïse, Oui. dans ce que tu dis là, Alain, que en fait, si je choisis d'agir différemment de mon partenaire, je fais couple. En termes de valeur, hein, en Non, termes non, mais tout dépend. Oui, je fais couple parce que la décision d'agir différemment poursuit le projet de l'amour. Oui, ça a un impact par rapport lorsque, à ton frottement, lorsque là, cette que tu disais. lorsque cette décision d'agir différemment poursuit ce projet-là. Parce que certaines fois, la décision d'agir différemment ne poursuit pas le projet de l'amour. Dès lors, on ne fait pas couple. D'accord. Ok. Je donne un deuxième exemple. C'est l'histoire de Pénélope, Anne et son mari. Son mari. D'accord? Alors, il s'appelle en fait Elkana. Elkana, voilà. Elkana. Rappelez-vous ce que signifie Elkana. Hein? Dieu On en avait a parlé. acquis. Dieu a acquis. Dieu a acquis, Elkana. Et le problème pour qu'on nous rapporte cette histoire, c'est que Anne, Pénélope, peut avoir donné des enfants à Elkana et pas Anne. Et Anne est la femme légitime, la première. Et elle est stérile. On nous rapporte l'histoire quand ils vont à la fête de Pâques. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Elle est triste. Et son mari lui pose la question pourquoi elle est triste. Mais elle est triste parce que, voilà, elle n'a pas d'enfant. Et son mari lui dit, mais écoute, l'amour que je te porte, N'est-ce pas suffisant? enfin, n'est-ce pas suffisant? Ça vaut beaucoup plus que 10 fils, tu vois? 10 fils, tout le soin que je te porte, etc. Quand je donne la viande, je te donne la meilleure part, etc. Mais elle n'est pas en phase avec son mari. C'est pas Pourquoi? ce qu'elle veut. Elle veut un enfant. Et cependant, son mari l'aime. Donc, on voit quelque part, pour que le fonctionnement du couple puisse se réaliser pleinement, il faut que les deux soient d'accord avec ce qui se partage au niveau du couple. Mais elle a une résistance vis-à-vis du fonctionnement avec son mari. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une chose, Il attend quelque chose. un bébé, un enfant. Tout à fait. D'accord? Mais n'est-il pas légitime D'avoir un que... enfant? Oui, c'est légitime parce que... Non, mais c'est important pour elle. Oui. C'est mais important pas ça pour ma elle. question. Oui, c'est important pour elle parce que pour elle, dans le contexte où elle se trouve, ne pas avoir un enfant, Oui, c'est elle est maudite. c'est méprisant. Oui. Elle Tout est à fait. maudite et surtout, elle a son opposante, c'est-à-dire que se moque. l'autre femme qui se moque d'elle. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de facile de vivre dans une famille. D'où la raison de ne pas avoir deux femmes. Une seule suffit. Parce qu'après, ça, c'est que des problèmes. Mais voilà, l'homme n'a pas toujours suivi et l'homme paye des conséquences. Mais voilà. C'est toujours Alors, l'homme. toujours. Et ainsi, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas pu, elle ne peut pas vivre pleinement sa relation parce qu'il y a quelque chose qu'elle veut, d'accord, qu'elle désire, qui empêche à ce qu'il puisse avoir un très bon fonctionnement. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir un enfant. Au contraire, c'est bien d'avoir un enfant. C'est une progéniture, c'est une progression. On continue à vivre au travers des enfants. Mais là, dans son contexte assez spécial, et il faut que son mari l'entende. Mais voilà, il y a une résistance entre eux deux parce qu'il manque une chose. Une seule chose. Alors là, maintenant, je pose ma question. N'est-il pas légitime de vouloir que l'autre nous aime comme nous le voulons? Est-ce que ce n'est pas légitime de vouloir que Ça l'autre semble l'être. nous aime comme nous le voulons? Ça semble être légitime. Mais Est-ce que c'est résister à l'amour, cette ça? Attends. Ça semble légitime parce que, en fait, nous avons des désirs, oui, nous avons des attentes et c'est important, c'est nécessaire de les exprimer. Seulement, si je désire que mon conjoint, mon mari, ma femme m'aime comme je le veux, cela veut dire que je suis dans une logique égocentrée. Je suis dans une logique égocentrée. Maintenant,
si je désire que mon mari, que mon épouse m'aime comme je vois que l'amour le dicte, et que ce désir-là, il est en lien avec le fait que j'aurais aimé que mon mari ou que mon épouse aime comme l'amour aime, pour qu'il ou elle soit cette personne-là, soit ce conjoint-là, ce type de conjoint-là. Et donc, en fait, qu'ils apprennent à aimer pour être plus. Qu'elles apprennent à aimer pour être plus. Là, on est dans une autre logique. Et donc, on ne va pas vouloir que l'homme, la personne nous aime comme on veut, mais on va vouloir que la personne nous aime comme elle devrait. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a une subtilité importante là que le couple doit apprendre à travailler. Le couple a besoin, selon moi, on a parlé d'enseigner le mois dernier. Le couple doit apprendre à être enseigné dans l'amour. Parce que vivre l'amour, ce n'est pas vivre quelque chose qui sort de nous, en fait. Mais là, Moïse, dans ce que tu dis, le couple, il est là. C'est-à-dire que le couple, il existe, il s'est construit, il est là. Et tout ce qui fait couple est en train d'être utilisé pour résister, pour défaire le couple. Alors, une question. Je n'ai pas compris. Alors, je m'explique, justement. Je vais essayer d'être plus claire. Plus clair. Tout ce que le couple a mis en place pour faire équipe, pour se construire, pour évoluer, tous ces éléments-là sont utilisés quelque part contre eux, en résistance à l'amour, c'est-à-dire à ce qui fait d'eux le couple. Et ma question, c'est que tout ce que tu es en train de dire par rapport au fait que comment je dois être aimée, comment je voudrais qu'il m'aime, hein? C'est comme si on a passé cette étape-là et on est arrivé à une stabilité du couple. Parce que dans notre questionnement, c'est le couple, l'entité qui est là, qui existe, met en place une résistance à ce qui va les joindre. Parce que tu as parlé tout à l'heure de cet élément qui joint, hein, qui le catalyseur. Donc, et là, tout est là, tout est mis en place. Il existe ce couple-là. Mais il y a certains moments, avec les éléments dont on a parlé, la naissance, la maladie, le décès, etc., tout ce qui aura uni le couple et garder la jonction va être utilisé pour enlever cette jonction. En fait, c'est là où il y a, tout à l'heure, on était un petit peu mêlés dans le mot résistance et résister à, mais on se rend compte que tout ce qui va donner la force au couple va être utilisé pour le détruire, en fait. Si. Je donne un exemple. On aime souvent dire que les sages, les personnes qui sont passées par l'expérience de l'amour, vont conseiller le couple pour être fort, pour être édifiant. Et en même temps, ces mêmes sages peuvent conseiller le couple pour enlever sa force et sa construction. Et là maintenant, et Moïse, tu l'as bien dit, les partenaires vont être habilités à résister à. C'est-à-dire quel discernement, à ce moment précis, où les sages, les tiers qui, au départ, construisaient le couple, se mettent là en place pour détruire le couple. Et moi, à ce moment-là, quel discernement j'ai, mon conjoint ou moi, pour pouvoir résister à ça? Je comprends ce que Sandrine dit et j'ajoute un élément. Peut-être, Moïse, tu vas mieux comprendre. C'est mon épouse. Oui, mais nous formons un. J'ai besoin d'éclairage là. C'est-à-dire que
la société crée des normes pour montrer aux hommes comment aimer, Oui. ce qu'est aimer. Et quelquefois, des sages de ce monde, des différentes sciences, Des psychologues. etc., des sciences, ils mettent en place et ils expliquent aux gens comment aimer. Mais ces choses qu'ils sont en train de mettre en place pour pouvoir créer le couple, ce sont ces mêmes choses qui vont les détruire. Et nous voyons pourquoi, parce que regardez, quand un couple est en problème, ce qu'on les conseille, c'est divorcer. Ce qu'on les conseille, c'est ça, etc. Il y a plein de choses qu'on les conseille. Or, ce qui va manquer pour que ce qu'ils ont mis en place, pour qu'ils ne puissent pas le détruire, c'est le vrai amour. Cet amour que, voilà, cette norme, tu vois, que Dieu met pour construire le couple. Oui. C'est l'amour. Or, l'amour, c'est tout à fait à l'antipode du monde, des conseils du monde. Et c'est vrai, quand on croit bien faire, eh bien, on met tout en place pour pouvoir détruire les couples. Alors qu'il y a des principes que Dieu va mettre en place, une construction, des choses à faire pour permettre à la construction du couple. Or, à ce moment, le couple a toujours tendance à résister aux conseils qui sont donnés. D'accord? Ils vont vouloir faire comme ça parce que c'est facile. Mais ces choses faciles sont là pour détruire le couple. Alors qu'ils sont en train de construire, recevoir des conseils pour pouvoir les aider, mais au contraire, ça fait l'effet indésirable. Voilà. Et ça Et détruit. c'est là qu'on résiste à ce qu'on appelle l'amour. Et pour cela, il faut être capable de pouvoir se mettre ensemble pour dire, voilà, mais qu'est-ce que nous voulons vraiment faire? Pourquoi on est éloigné? Plus on essaie de faire, plus on s'éloigne. Plus on ne se supporte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et souvent, ça arrive dans toute forme de couple, même les chrétiens ou pas chrétiens, eh bien, quelquefois, au lieu de suivre l'ordonnance, parce que l'ordonnance, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On va vers le médecin, on veut que le médecin nous soigne comme nous, on souhaite qu'il nous soigne. Exact. On n'est pas médecin. Si tu étais médecin, et si tu sais te soigner, tu ne vas pas au médecin. Tu te soignes. Or, maintenant, là, nous avons un grand docteur du couple, c'est lui qui a créé le couple, il nous donne des prescriptions. Et les prescriptions se trouvent dans les Saintes Écritures, par les conseils qu'il avise à beaucoup de personnes qu'il met sur notre chemin. Mais quelquefois, on voit que ça va nous demander beaucoup, on ne va pas prendre ce chemin. Ce qui veut dire, alors, tu as compris ce que je voulais dire, Moïse? Oui, ou bien? mais Donc, pour moi, l'explication d'Éric a éclairé aussi les choses. Tu rejoignais totalement ce que je disais. Très bien. Alors, ce qui veut dire là, à quoi devons-nous sensibiliser et alerter? Comment permettre au couple de raisonner, de discerner que ce qu'il met en place, parce qu'il y a couple, comment lui permettre de discerner que ce qui va être mis en place ne va pas détruire son couple? Comment lui permettre d'être quelque part dans un raisonnement où l'amour vraiment qu'il recherche est celui qu'il a besoin pour garder ce couple qui est là et qui existe déjà? Et c'est là, me semble-t-il, qu'on va tomber dans la pratique de l'amour. Parce que, en fait, le couple existant déjà a besoin, oui, pour continuer à l'être et quelque part à être épanoui, à s'épanouir, à entrer dans cet exercice, dans cette pratique de l'amour. Pas dans la pratique dictée par justement les sages, les soi-disant sages, mais dans cette pratique qui interroge qu'est-ce que l'amour véritable? Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont, oui, comme tu disais, ses ordonnances? Quelles sont les ordonnances de l'amour? Et si les couples aujourd'hui s'interrogent sur quelles sont les ordonnances de l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce que l'amour nous ordonne? Tout à fait. Là, on va être dans autre chose. Et regarde bien dans 1 Corinthiens chapitre 13, il te dit... On va être dans la pratique. Voilà. On va être dans la pratique. Moi, je prends un exemple. Un célibat dans le couple. Être un célibat dans le couple dit qu'on est en train de résister à l'amour. Oui. Parce que ça veut dire qu'il y a l'un ou les deux sont dans une logique
perso, purement perso, alors qu'ils sont en couple. C'est ça. Et donc, le célibat, soyons clairs, n'est pas le changement de comportement peut-être d'un des partenaires pour garder le couple formé. Non. Voilà. Non, Parce non. que c'est vraiment important de bien mettre ces notions-là. Parce qu'il y a des fois un comportement qui est différent, qui va garder le couple uni, et il y a le comportement du célibataire qui va détacher le couple. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est important de s'interroger sur mon comportement. Quel comportement est-ce que j'ai justement là? Est-ce que je n'ai pas justement dans mon couple un comportement de célibataire? Et qui dès lors met en difficulté le couple, met en difficulté et qui fait que le couple finalement résiste à l'amour. J'empêche à mon couple de grandir parce que moi je suis dans une logique pure de célibataire, ce sont mes affaires. Nous parlions encore le mois dernier de cela et j'avais pensé à dire un certain nombre de choses. La mise en commun. La mise en commun. Il y a une résistance de plus en plus importante. Je veux être en couple, je suis marié, mais je ne mets pas en commun. Mes affaires sont mes affaires. Et je me rappelle, Eric parlait des 10 drachmes, où l'homme dépose chez la femme ce qui est de lui, ce qui lui appartient. Son patrimoine. Sa dot. Et donc, en fait, il confie cela à la femme. Et donc, ce qui veut dire qu'il lui fait confiance. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme s'il remet sa personne entre ses mains. C'est elle qui va faire fructifier tout cela. Et dans beaucoup de couples chrétiens, malheureusement, on est dans une logique aujourd'hui où chacun a sa vie, chacun a son argent, c'est mes affaires, ne touche pas à mes affaires. Et en fait, on a une vie de célibataire dans le couple, tout en étant marié. Oui. Alors qu'on est censé mettre en commun pour faire fructifier. Mais est-ce que ce n'est pas la société qui quelque part, mais c'est ce dont nous parlions. Oui, la société va encourager ce genre de comportement parce qu'elle va encourager les uns et les autres à se protéger des uns et des autres. Oui, par exemple. Comment puis-je être en couple et me protéger de mon épouse? Comment puis-je être en couple et me protéger de mon mari? Après ça, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Nous vivons dans une société, elle est comme cela. Elle est comme cela. Pour que la société puisse changer, il faut que les gens changent. Parce que ce sont nous qui formons, ce sont des hommes qui forment la société. Évidemment, si on a une plus grande quantité dans la société de personnes qui sont influencées par l'Esprit de Dieu, cet esprit qui invite l'autre à se donner et non pas à toujours prendre, mais à se donner, eh bien, si la majorité forme la société, il y aura beaucoup plus une grande influence. Mais de moins en moins, nous avons des personnes qui se laissent influencer par ces principes. D'accord? Et juste pour terminer, l'exemple que j'ai donné à Sandrine, c'est que pour Anne, elle va cesser de résister à l'amour de son mari. Et elle ira au temple et elle va demander à Dieu de pouvoir l'écouter. Et on voit que aller vers Dieu quand on a des problèmes dans le couple, eh bien, c'est quand même quelque chose qui peut nous venir en aide. Alors peut-être on peut ne pas croire en Dieu, mais on croit dans une divinité, une force qui est extérieure, qui peut contrôler les humeurs, qui contrôle l'humanité, qui peut contrôler aussi l'univers, de pouvoir faire appel. Et après, c'est de pouvoir déposer un nom sur cette force-là. Oui. Mais tout ça pour dire que les choses dans notre vie qui nous font résister à l'amour, il faut que nous puissions les identifier premièrement. Alors, ça veut dire que tu es en train de décrire des rituels et des automatismes qui vont être mis en place, soit pour résister à l'amour en lui-même,
ou soit pour résister Contre la destruction. Contre la destruction du couple. Oui, oui, mais aussi me mettre moi en résistance. Tout à l'heure, on a parlé de célibat ou d'habitude. Hein? Là, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui va nous permettre de raisonner. Parce que tu as dit à l'instant dans l'exemple que tu as donné, elle a arrêté de résister, elle est allée prier. Donc, quel rituel qui est mis en place? Quel raisonnement, quel déclic qui nous permettra de reconnaître que ça, en fait, détruit mon couple, me fait résister à l'amour, alors que je crois qu'il construit mon couple. Ouais. Tu vois? Et c'est souvent cette confusion que l'on a pendant qu'on pense croire bien faire pour notre couple. Et c'est à ce moment-là qu'on le met à mal. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui peut nous aider à raisonner, à réfléchir, à plaider aussi, de façon à ce que tout ce qu'on croit certaines fois faire pour construire notre couple est en fait là pour quelquefois le mettre à mal et le détruire. Moi, je plaide pour qu'on prenne conscience, pour qu'on prenne conscience chacun qu'on n'est pas à la hauteur. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre le donner et le recevoir? Il y a un déséquilibre, mais est-ce qu'il y aurait équilibre? Pas sûr. Parce que me semble-t-il que le donner... Mais rappelle-toi bien, Moïse, rappelle-toi bien ce qu'on avait dit une fois de ce qu'est l'équilibre. L'équilibre, c'est le contrepoids, c'est-à-dire il faut avoir un contrepoids. Ouais. Okay? Donc, ça veut dire que si cette première partie, ce n'est pas 50-50 qui fait l'équilibre. Si cette partie-là, c'est 20, d'accord? Par exemple, comme Anne, c'était 20, disons, c'est pas pour diminuer la femme, mais je vais expliquer, je prends une image. Hein. Oui. C'était 20, mais Elkana, c'était 80. Oui, oui. D'accord? Et plus elle diminuait, plus Elkana augmentait. C'est ça, d'aller vers l'autre. Il y en a toujours un qui va vers l'autre, qui paye. Oui, et c'est ce qui manque souvent dans les couples, d'accord? C'est que quand un diminue, un résiste, l'autre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste aussi. Oui. Mais au contraire, il doit être celui qui va vers la résistance pour pouvoir faire un contrepoids, pour que le couple puisse toujours rester à niveau. Et l'autre, finalement, un jour, avec la grâce de Dieu, reconnaîtra comment son mari ou sa femme l'a toujours aimé et qu'il va reconnaître enfin l'amour. Il ne va plus résister à l'amour, il va accepter cet amour. Et en plus, un amour grand A, agapao. Alors, vous avez mentionné la notion de comportement de célibataire. Est-on conscient de ce comportement? Est-ce qu'on est conscient de cela? On n'est pas conscient de cela parce que je crois véritablement, et on a parlé tout à l'heure des modèles qui, quelque part, les sages, qui, quelque part, donnent des conseils et qu'on pense effectivement conseils avisés, conseils de sagesse, mais qui finalement mettent à mal en fait le fait au couple, et qui mettent à mal l'amour au sein du couple. Et lorsque on fonctionne avec ces modèles-là, on a le sentiment véritablement de travailler au grandir de son couple, et on a le sentiment que l'autre non. Et c'est l'autre qui nous met en difficulté. Et pour moi, la prise de conscience, prendre conscience qu'on n'est pas à la hauteur, nous amènera peut-être chacun, parce qu'on va chacun à là où on est, dans notre 10, dans notre 80, à là où on est, à prendre conscience que oui, je ne suis pas à la hauteur et j'ai besoin de croire, j'ai besoin d'autre chose. Et ce n'est pas simplement j'ai besoin d'une femme, d'une épouse comme ceci ou comme cela, ou d'un mari comme ceci ou comme cela. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de faire reddition en fait. C'est de faire reddition à mes propres désirs, mes propres conceptions de l'amour, mes propres conceptions du couple, mes propres conceptions de la famille, et les mettre en balance avec la conception de l'amour, l'ordonnance de l'amour. Et dès lors, je vais voir que finalement, ces modèles-là sont porteurs de défaillance. Alors, avant de terminer, faut-il que nous ayons les mêmes valeurs? Mais
l'amour génère les mêmes valeurs. L'amour, par excellence, génère les mêmes valeurs. Et donc, si l'on entre dans cela, on aura les mêmes valeurs. Oui, tout à fait. Mais on a dit depuis la dernière fois qu'ils seront exprimés, posés différemment. Oui. Parce que nous sommes deux personnes différentes. Oui, c'est-à-dire que le mari, lui, il doit avoir des valeurs pour pouvoir demander à sa femme ces mêmes valeurs, d'accord? Et quelquefois, ce qui arrive, c'est que quand la femme est en 20, le mari, lui, n'est pas tout le temps 80. Hein. Et c'est l'amour qui compense. En plus. Oui, c'est l'amour qui compense les 80 pour avoir les 80 pour être en équilibre à le 20. Parce que le mari, elle peut être en 20, le mari aussi peut être en 30. Mais regardez le fossé, il manque 50. Et c'est l'amour qui, entre ces deux-là, qui compense les 100%, qui permettent au couple d'être en équilibre. Mais cet amour vient de qui? Cet amour vient de Dieu. Alors, quel conseil maintenant allons-nous donner à nos auditeurs qui sont dans la résistance à l'amour? Elle est beaucoup plus calée pour pouvoir répondre. Moi, je sensibilise vraiment encore une fois au raisonnement. Parce qu'au départ, regarde bien comment on était confus sans être confus. Oui. Parce qu'il y avait deux types de résistance Tout à fait. qui devaient être mises en place. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut identifier à quoi on résiste? C'est ça, en fait. Et parce qu'il est nécessaire d'avoir une résistance, justement, pour ne pas détruire le couple. Mais maintenant, se dire, est-ce que cette résistance qu'on met en place pour ne pas détruire le couple va faire travail inverse, va en fait le détruire? Et c'est là où le raisonnement, le discernement est important. C'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité, au jour d'aujourd'hui, à cet instant précis, de raisonner si je résiste ou pas à l'amour? Parce que mon couple, il est là, il existe, mais pourtant, des habitudes, des rituels, des événements dans la vie de tous les jours vont venir quelque part soit construire le couple ou l'opposer. Mais c'est simplement mon discernement qui va m'aider à raisonner si tout ce que je crois qui est là pour construire mon couple n'est en fait pas là pour le détruire. Donc vraiment, je sensibilise à requalifier, reclarifier, reformuler et vraiment discerner. Et il n'y a pas de comment on va dire ça, de dévalorisation au fait de raisonner, de questionner, de réfléchir. Est-ce que finalement, je résiste ou pas à l'amour? Pour moi, pour continuer les propos de Sandrine, ce serait effectivement de renforcer, parce qu'elle parle de ça, de communication en fait. Hein. La nécessité pour le couple de s'asseoir et d'échanger sur sa réalité. Mais dans cette réalité, la réalité du couple, on passe premièrement par la réalité personnelle. Où est-ce que j'en suis? Et cela demande une certaine maturité affective, une certaine maturité émotionnelle. Donc, en fait, ce sont encore des personnes qui peuvent avoir besoin, pour accéder à cette maturité, d'être aidées par un professionnel. Après, je crois aussi qu'il faille faire attention à ne pas rester dans sa zone de confort. Ma zone de confort où je me sens bien, avec des images définitionnelles de soi qui nous héritaient de notre famille, de nos parents, de nos amis. Non, ces modèles-là ne sont pas toujours des modèles efficients, ne sont pas toujours des modèles valorisants pour le couple et élevants pour le couple, mais des modèles qui me ramènent encore à moi et à un certain ego. Et donc, éviter justement de faire entrer dans le couple et dans la relation de couple ce qui vient de l'extérieur. Ma mère m'a dit, mon père m'a dit, mes amis, ma copine, un tel fait comme ça. Non, il faut vraiment interroger le vécu du couple et ce que c'est que cette ordonnance
de l'amour. Enfin, ces modèles, les modèles et patterns sociaux sont très souvent effectivement des figures de proue, c'est-à-dire des figures de devant qui se montrent à nous, mais bien comprendre que ces modèles-là sont marqués de manque. Ils sont marqués de manque et tant que je vais rester sur des modèles externes et pas interroger avec l'autre, et je ne dis pas seulement interroger une fois, mais avoir cette régularité d'interroger les choses. Chérie, il faut qu'on parle. Poser cette phrase-là qui dérange certaines fois. Chérie, il faut qu'on parle. Il faut qu'on discute. Nous avons besoin de discuter. J'ai besoin de te parler. Asseyons-nous. J'ai besoin de te parler. Asseyons-nous, parlons. Discutons de nous. Voilà. Alors moi, ce que je vais dire, je vais toujours partir à partir de l'exemple que j'ai donné de Elkanah, qui veut dire Dieu a acquis, et Pénélope et Anne. Dans le couple, on peut avoir des Pénélope et des Anne. Et ensuite, en fait, Anna. C'est Anna qu'elle s'appelle, hein, Anne. Mais on peut avoir des Pénélope et des Anne. C'est-à-dire les Pénélope, c'est quelque chose qui ressemble à des perles, d'accord? Mais ça signifie querelle. Et Anne, ça veut dire gracieuse, préférée, mais qui peut être stérile. D'accord? Qui peut être stérile, mais gracieuse, mais préférée. Et lui, celui qui est entre ces deux femmes, hein, Elkanah, il va préférer Anne. Il va lui donner beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est sa bien-aimée, sa gracieuse. Et quelquefois, dans le couple, on peut avoir certaines choses qui sont là, qui ressemblent à des perles, mais qui créent des querelles au sein du couple. Et il faut faire comme Elkanah, préférer. Même si c'est stérile, elle est stérile, mais c'est ma gracieuse, c'est ma préférée. Lui apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de concentration. Je ne suis pas en train de dire dans un couple, il y a deux femmes. Je suis en train d'expliquer. Quelquefois, il y a des éléments qu'on peut représenter comme étant des Pénélopes. Quelque chose qui amène des querelles. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir créer le couple, sauver le couple, aimer celle qui est à nos côtés. Et pour cela, il faut donner. Et c'est pour ça que Elkanah donnait beaucoup plus pour permettre à ce que la joie soit au sein de sa famille. Alors, faisons un bon choix. Un bon choix, ne pas résister à l'amour, aller vers celui qui est l'amour pour permettre à ce que sa bien-aimée ou son bien-aimé puisse jouer pleinement de l'amour. En tout cas, vous avez été excellent dans cette émission. Vous nous avez bien appris la résistance positive et la résistance négative, ce qui nous a beaucoup plu à nos auditeurs et que nous avons eu un réel plaisir à partager. Vous avez su également attirer notre attention sur les freins qui mettent l'amour en difficulté au sein du couple. Ça, c'était très important. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Maurice lorsqu'il a parlé de ce comportement de célibataire que beaucoup d'hommes ont tout en étant mariés. Et voilà, ce sont des thèmes ô combien importants que nous avons pu partager avec vous. En tout cas, merci à vos auditeurs d'être restés branchés et à l'écoute. Et n'oublions pas que l'amour est la capacité la plus intègre de donner et de partager son affection. C'était L'Homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'Homme sans masque.